Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir, d'autant plus heureux qu'aujourd'hui j'ai une superbe table, que des femmes. Germaine, bonjour. Bonjour. Comment tout se passe-t-il cette semaine pour vous? Merveilleusement bien, c'est formidable. Maintenant, je suis à l'aise, on est en famille, on discute en famille. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous précise que Germaine Cousin, comment doit-on vous présenter au fond, herboriste? On a dit guérisseuse hier avec Jean-Marie Pelt. Tout simplement herboriste. Herboriste, passionné de sa région, passionné de son canton et avec dans la tête beaucoup de souvenirs. Des souvenirs qui vont sûrement intéresser Lucienne Lana, parce que Lucienne Lana est cinéaste, documentariste, a fait beaucoup de films. Combien avez-vous fait de films dans votre vie? Une vingtaine, je pense. Une vingtaine de films. J'ai commencé tard. Vous êtes tout excusé. Vous nous raconterez de quelle manière. Aïcha Redouane qui est avec nous parce que nous parlerons situation des femmes, nous parlerons musique. Et que vous êtes, n'est-ce pas Sandy, à Genève pour une raison particulière? Oui, parce qu'en ce moment a lieu à Genève et jusqu'au 25 novembre le festival Voix de femmes qui a été organisé, je lis pour pas dire de bêtises, par les ateliers d'ethnomusicologie et le Centre de musique ancienne de Genève. Et c'était l'occasion de rencontrer aussi une femme qui a une voix magnifique. On va pouvoir tout de suite vous en apporter la preuve, enfin pas tout de suite, mais dans quelques minutes. Et puis Josette Beugly, bienvenue. Merci. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Josette Beugly, c'est tout un itinéraire magnifique, superbe et difficile qu'elle va nous raconter, et en particulier son action pour la Maison du Cœur qui est au Burkina Faso. Nous avons des jeunes qui vont suivre cette émission avec Madame. Dites-nous au fond pourquoi vous êtes là et d'où venez-vous? Nous venons d'Évian, le collège Saint-Bruno, et chaque quinzaine, donc une matinée, ces élèves travaillent sur la télévision. J'ai intitulé cet atelier « Au-delà de l'écran ». Mon objectif, c'est de leur faire mieux connaître ce média, d'apprendre à le démythifier, à le démystifier et surtout d'apprendre à être des téléspectateurs éclairés qui ne prennent pas n'importe quelle image pour parole d'évangile. Merci beaucoup. Vous êtes Merci, sûr, Sandy, qu'il fallait les inviter? Je me sens un peu sur les charbons ardents, là. Merci beaucoup. Alors écoutez, on va parler de la situation de la femme avec vous et on va commencer par toute l'historique du Valais que vous avez bien connu pour vous. Avec une première image, vous allez voir, on se l'expliquera tout à l'heure. Hein. C'est des images à propos des possibilités qui n'existaient pas jusque dans les années 70 pour les femmes de voter, en particulier en Valais. Souvenir. De la vallée du Rhône, un téléphérique nous conduit dans un petit village de montagne qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui. Les petites filles qui jouent sur la place ne s'intéressent pas encore aux graves problèmes qui préoccupent leurs sœurs aînées et leurs mères. Les hommes poursuivent le labeur quotidien comme si rien ne se passait. Et pourtant, la Suisse entière est au courant du fait qu'Unterberg a donné le droit de vote aux femmes. Mais au fait, et les femmes, qu'en pensent-elles? La décision de leur conseil communal de leur attribuer le droit de vote en matière fédérale ne les a pas fait sortir de leur quiétude. Mais l'initiateur de cette audacieuse résolution, le président de la commune, M. Zenhäusern, reçoit, lui, chaque jour des centaines de lettres et articles de journaux qui ont trait à ce droit de vote féminin à Unterberg. Et voici le grand jour. Pour la première fois, des femmes pénètrent dans ce lieu sacro-saint de la supériorité masculine. Sont-elles envahies par la crainte? Une armée de reporters est prête à prendre les clichés qui immortaliseront le moment historique. Les femmes d'Unterberg se prennent-elles pour d'héroïques pionnières? Non, elles accomplissent le droit qu'elles estiment avoir avec un peu plus d'appréhension qu'il n'en faudrait, du fait de la présence des photographes. De toute façon, elles savent que leurs voix ne pourront être prises en considération, mais le geste courageux et chevaleresque de la petite commune fera peut-être comprendre à beaucoup qu'il y a encore des anomalies à combler. Alors, on est en 1957, depuis 1950 à peu près, il y a des motions au Grand Conseil valaisan et en Suisse, partout, pour que les femmes puissent enfin avoir leur droit de vote. Il faudra attendre longtemps, puisqu'il faudra attendre, en tout cas pour le Valais, jusqu'en 1971. Donc, un petit rappel d'une situation que vous avez connue. Tout à fait. Mais comme j'habitais le canton de Vaud, j'ai eu le droit de vote quelques années avant les Valaisannes. Un tout petit peu avant 1971. Oui, un petit peu avant. Mais moi, je trouve que
heureusement que le temps est venu, parce que c'est normal que les femmes aient leur mot à dire. Comment ça se passait dans votre famille? Comment ça se passait à Saint-Martin? Vous consultez quand même Ah oui, c'est-à-dire que les femmes avaient beaucoup à faire, parce que en famille, on discutait quand même, et beaucoup de femmes avaient de l'influence sur leur mari, mais c'était toujours à la maison, mais en public, les femmes ne donnaient pas leur avis. On leur demandait déjà pas, on ne demandait pas leur avis, et elles ne donnaient jamais leur avis en public. Comment est-ce qu'elle se sentait dans cette situation? Ben, c'était normal. Elle trouvait ça tout à fait normal parce qu'elle n'avait jamais eu... C'était passé comme ça leur maman, leur grand-maman. C'était tout à fait normal. C'est comme pour tout ce qu'elle faisait, c'était normal. Parce que tout le monde faisait la même chose. C'est à partir de quel moment qu'il y a eu la volonté quand même de pouvoir avoir son droit? Ben, je crois que quand ils se sont rendus compte quand même que dans les cantons voisins, on donnait le droit aux femmes, il y a eu quelques pionnières et qui ont dit je ne vois pas pourquoi nous, en Valais, on ne pourrait pas aussi avoir le droit de vote. Il y a eu un travail qui s'est fait, puis ça a abouti enfin une égalité. C'était... Oui. Germaine, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allée voter? Oui, je me souviens, c'est donc que j'étais à Lausanne à l'époque. Ben, c'était une grande émotion pour moi parce que je me disais, enfin, je me demande, puis je me posais la question, est-ce qu'on va tenir compte du vote des femmes? Ça, c'était ma première question. La deuxième, je me demande si les femmes sont conscientes de ce qu'on leur donne et si elles vont vraiment aller voter, si elles vont faire leur devoir. Ça, c'était la grande interrogation. Alors, une petite séquence patois, Sandy. Avec Jean-Baptiste Massy, Oui. on va encore en apprendre des choses sur les femmes, les pauvres. La fortuna d'una drôle le indi le code endavant. La fortuna d'una drôle le indi le code endavant. Traduction? Ça veut dire que la plus belle fortune d'une dame, c'est ce qu'elle a depuis les coudes en avant, c'est-à-dire qu'elle sache bien travailler, qu'elle soit cuisinière ou employée de bureau, mais qu'elle travaille. Alors, Germaine. Oui, c'est vrai. Et les femmes, elles apprenaient toutes à tricoter, crocheter, broder. Et une chose que je me souviens quand j'étais jeune fille, le soir, les garçons avaient le droit de jouer aux cartes. Et nous, les filles, on devait tricoter les chaussettes. Alors, de temps en temps, maman faisait une exception. Elle nous disait, bah oui, vous pouvez jouer aux cartes, mais elle mettait l'un des gamins à la porte quand papa arrivait. Alors, on posait les cartes, puis on s'est semblant de tricoter parce que c'était pas normal que des filles, en pleine semaine, on joue aux cartes. Ça, c'était pas admis. Aïcha, vous êtes étonnée quand vous entendez cela? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout étonnée parce que, à travers les pays dans lesquels je suis passée, à travers toutes les sociétés que j'ai rencontrées, qu'elles soient arabes, africaines, orientales, chinoises, européennes, canadiennes, américaines, bon, j'ai toujours rencontré des situations similaires où beaucoup de choses sont permises aux jeunes garçons et beaucoup de choses sont interdites aux jeunes filles. Et bon, jusqu'à maintenant, moi je reçois dans ma boîte aux lettres, chaque fois que Noël approche, je ne l'ai pas amené, je l'avais mis de côté pour l'amener, les publicités qui sont faites par les magasins pour les jouets à offrir à Noël. Alors, je ne l'ai pas amené, mais vraiment, je peux vous dire, la moitié de la brochure est consacrée aux petites filles et l'autre moitié aux petits garçons. Alors pour les petites filles, ce sera les poupées, les cuisines avec machine à laver, poupée qui fait pipi, qui dit maman, etc. Et ensuite pour les garçons, vous avez les garages, les voitures, les avions, les ordinateurs, tout ce qui permet de s'ouvrir. Et d'aller loin, la liberté. Bon, la fille, on lui présente le modèle de la cuisine rose et de la chambre à coucher rose et de la poupée jolie. Voilà. Bah voilà. Bon, bah, comme quoi, je pense que je vais passer une excellente émission, là, si vous l'idée toutes. Et oui, là, Ah, ça y va, hein? Oui, oui, oui. Et ben, ça ne va pas s'arranger du tout, parce que maintenant, on vous propose une séquence avec Corinne Aby et Maurice Chapa. Corinne Aby, Maurice Chapa, deux écrivains valaisans, un couple. Ils ont 3 enfants. Elle, romancière, lui, poète, leur chemin s'en va inlassablement à la recherche du paradis perdu. Un paradis qui a ses personnages, sa mythologie, et qui a pu parfois se concrétiser dans cette forêt de Finges, à l'est de Sierre. Ils y ont trouvé un élément de leur univers poétique et sont devenus les défenseurs de ce dernier îlot de nature sauvage, convoité par les sportifs, les touristes et l'armée.
C'est moi qui ai eu l'idée de faire une Vierge enceinte et je l'ai reçue en cadeau du peintre Palaisieux qui me l'a faite pour l'inauguration de la maison que j'ai construite. Et pourquoi une Vierge enceinte? On en voit rarement. J'ai toujours aimé la fécondité, sous toutes ses formes. En arbre qu'on plante, en enfant, en livre qu'on écrit. Et pour mieux le souligner, j'ai pensé à faire justement la Vierge en état de grossesse, plutôt qu'avec un enfant sous le bras comme un pot de fleurs. Ça me semblait plus fort. On voit le germe qui est là. Votre femme nous a dit que vous auriez aimé avoir 20 enfants. Est-ce exact? J'aurais vu en tout cas d'un très bon œil 20 enfants, malgré tout ce que ça peut représenter d'impossible. Pour la femme surtout, non? Pour l'homme aussi. Pour l'homme aussi, on sait très bien que c'est une aventure qui commence et on ne sait pas où on finit. Et vous-même, vous n'auriez pas voulu avoir plus d'enfants? Alors quand même, je trouvais 3, c'était assez. Et c'est là que je trouve que l'Église catholique a beaucoup exigé des femmes, a trop exigé des femmes. J'avais une amie qui avait 6 enfants, qui était pâle, qui n'en pouvait plus. Eh bien, elle m'a dit un jour, mais je n'ose plus aller me confesser, parce que le prêtre voudrait que ça continue chaque année. Et en somme, c'est un peu parfois, on peut penser que c'est un peu une vengeance de célibataires forcés. Germaine, vous êtes surprise d'entendre ces propos de Corinne Aby? Non, non, pas du tout, absolument pas, parce que on apprenait aux femmes qu'elles devaient accepter tous les enfants qui arrivaient, et comme contraception, c'était l'abstinence. Alors vous voyez, quand les maris étaient loin toute la semaine, travaillaient dans les chantiers, ou des fois ils rentraient une fois par mois au village, je vois pas très bien la femme lui dire non. Alors, c'est pour ça que les femmes, elles avaient des enfants beaucoup toutes les années. Il y en a même qui en ont eu un enfant au mois de janvier, puis encore un au mois de décembre. Vous vous rappelez combien vous étiez en famille? Oui, on était 14 enfants. On est encore 11 en vie. Et on n'est pas un de trop. Je dois dire que c'est merveilleux de vivre dans une grande famille. C'est extraordinaire. Et maintenant, on se retrouve tous, on est déjà... en âge avancé, mais c'est merveilleux d'être nombreux. Vous vous rappelez le moment où on a commencé à parler de planning familial, où on a commencé à se dire il faut quand même prendre des mesures? À Saint-Martin, ou je ne sais pas si vous étiez là encore. C'est-à-dire que c'était un peu tabou. C'était tabou, on n'en parlait pas. Alors, quand il y avait les premières pilules, tout ça, ça se faisait discrètement. Et puis c'est venu vraiment petit à petit, parce que c'était très, très tabou, tout ce qui touchait la grossesse. En fait, les relations, pour tout, c'était tabou, tout ce qui touchait la femme. Et le rôle du curé était important. C'est-à-dire que le curé félicitait chaque fois qu'une femme lui annonçait qu'elle était enceinte. Et comme Corinne Aby l'a demandé, quand le gamin avait 2 ans, ou par hasard 3 ans, il dit, comment ça se fait? Il n'y en a pas encore un en route, parce qu'il trouvait ça... c'est pas normal que ça reste si longtemps avant le prochain. Est-ce qu'il est vrai qu'on utilisait une expression qui consistait à dire en cas de difficulté, Dieu y pourvoira? Bien sûr, mais ça on y croyait au fond. On se disait, il ne faut pas se faire de soucis, Dieu nous aide. Et je crois que les femmes avaient une grande foi. Et la foi a beaucoup aidé les gens, a aidé à supporter leurs petits malheurs, a aidé à supporter beaucoup de choses. Et comme toutes les femmes, elles avaient les mêmes conditions, elles étaient toutes au même rang, donc on trouvait ça normal. On n'avait pas l'impression qu'on vivait quelque chose d'extraordinaire. Elles n'espéraient pas parfois perdre cet enfant, ou est-ce qu'elles n'allaient pas voir des personnes aussi, pas des faiseuses d'anges, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais est-ce que par les plantes ou comme ça, on parlait parfois d'avortement? Non, je ne crois pas dans les femmes mariées. Je n'ai jamais connu. Bon, il y a eu une fois une jeune fille qui, alors elle, bon, elles essayent, mais je n'ai jamais connu une femme mariée qui, à ma connaissance, qui a voulu faire passer. Parce qu'on disait c'est un cadeau de Dieu, et puis c'est un enfant de plus. Non, les enfants étaient les bienvenus. Même le 13e, le 14e, le 15e étaient aussi bienvenus que le premier. Non, l'esprit de famille était grand chez nous. Je vous propose, Aïcha, on a dit tout à l'heure que vous étiez pour les ateliers de musicologie. Hein, oui, les ateliers d'ethnomusicologie à Genève, que vous allez chanter quand donc? C'est déjà fait, hier soir. Hier soir, nous avons donné notre concert avec... Et comment les choses se sont-elles passées? Elles se sont très très bien passées. Pour moi, c'est la 2e fois que je viens à Genève, toujours avec les ateliers d'ethnomusicologie. Et là, dans le festival, donc ils organisent avec le Centre de musique médiévale, ancienne, pardon. Donc il s'agit d'un festival consacré aux voix de femmes. Et je crois que ça va jusqu'au 25 novembre. Voilà. Oui. Donc hier soir, c'était le premier concert.
2 parties. La première partie des leaders de Schubert et la deuxième partie, musique classique du Proche-Orient avec nous. Alors, on aimerait entendre votre voix. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose un chant d'amour. Je peux aussi vous dire le titre. Il s'intitule Kam laylatin man'a al-gharam manami. Kam laylatin. Oui, Kam laylatin man'a al-gharam Le reste, j'y arriverai pas. Kam laylatin, ça veut dire tant de nuits. L'amour a empêché mon sommeil. On reste dans le sujet. Je vous en prie. كم ليلة منع الغرام منامي كم ليلة منع الغرام منامي وحلال قلبي في هواك سقامي كم ليلة منع الغرام منامي وحلال قلبي في هواك سقامي ووقفت في باب المحبة خاضعا بتذلل وتمنن وهيامي وأباح دمعي ما تكن سريرتي وأباح دمعي ما تكن سريرتي دع عنك عذلي في الهوى وملامي ورأى ذولي حالتي وصبابتي ورأى ذولي حالتي وصبابتي فبكى لعظم تهتك وغرامي وأباح دمعي ما تكن سريرتي دع عنك عذلي في الهوى وملامي. Venez nous rejoindre. C'est beau, n'est-ce pas? Ah oui, oui, on Vous était... savez que Aïcha a une signification. Installez-vous. C'est la vie. Voilà. Ah, tout simplement. Tout simplement. Sandy, vous pouvez nous rappeler quels sont les autres rendez-vous qui sont fixés pour ce Musée festival d'ethno. d'ethnomusicologie? Alors écoutez, c'est pas tout d'un trait. Je pense qu'il vaut tout au mieux cours de ces prochaines se semaines. Voilà, se Donc, renseigner on va parce que pouvoir c'est 2 l'annoncer. jours et 2 jours par-ci, 2 jours par-là, mais c'est jusqu'au 25 novembre. Et je crois que ça sera l'occasion de rencontrer des femmes avec des voix et des chansons qui viennent du monde entier. Je crois que l'invite ne pouvait pas être meilleure. Merci. Merci à vous. Lucienne, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez une femme passionnée de cinéma. Ouais. Et c'est difficile d'être une femme passionnée de cinéma parce que, bon, bah, il faut pouvoir vendre ses films, il faut pouvoir les réaliser. Et vous, depuis combien d'années êtes-vous passionnée de cinéma? Eh bien, j'ai commencé en 74.
Et puis, depuis, j'ai plus arrêté. Enfin, avec des intervalles, une fois c'est 2 films par année, une fois c'est un film tous les 2 ans, puis des fois moins, des fois plus. Enfin. Alors, je pense que quand on doit financer un film, on trouve des moyens, peut-être, je ne sais pas, d'appui, de fondation, ou alors on fait des économies. Ah non, alors les économies, c'est pas mon truc. Non, je dirais qu'il faut apprendre à faire la manche. Il faut apprendre à écrire des lettres de demande, préparer des dossiers épais qui peuvent convaincre les gens qui ont les bourses à délier ou pas délier. Enfin, quels sont les sujets qui tout d'un coup vous éveillent, vous dites « Ah, ça, je vais le faire ». C'est toujours par coup de cœur que ça fonctionne. Donc ça peut être en fait n'importe quel sujet, mais il faut que ça me passionne, il faut que j'ai un répondant, si c'est une personne importante, il faut que la personne vraiment ait envie aussi de participer à une aventure, parce que chaque film, c'est une aventure. Ah, il y a des films qui ont été primés, il y en a un qui est consacré à la femme élastique. Racontez-nous. Alors, quel Queen était of le projet. Elastic, oui, ça c'est par exemple une personne qui est venue à Grandval, dans le village où il y a un striptease club. Et rien à voir avec la femme élastique. Non, mais en fait, la pauvre, elle avait un numéro de duo et son partenaire est mort. Donc, elle a dû recommencer sa carrière en tant que soliste et elle ne savait pas du tout comment s'y prendre. Donc, elle a fait un numéro, mais les agents ne la voulaient pas toute seule dans les grandes maisons. Alors, ils lui ont dit, eh ben, pour faire votre tour, pour apprendre bien toute seule, on vous organise des tournées dans des striptease clubs où elle devait faire le champagne qu'elle ne savait pas du tout faire. Et à l'époque, je voulais travailler à la maison, je voulais rester à Grandval, et je m'étais engagée comme serveuse. Alors, ces femmes qui viennent, elles arrivent, elles ont 3 jours pour prouver qu'elles sont acceptées, ou 3 jours pour dire non. Et puis dans les 3 jours, après, elles n'ont plus que 2 jours pour aller ailleurs. Donc c'est un peu un marché vraiment très dur. Et cette femme est arrivée, et la patronne de l'époque, elle a dit, ben, écoutez, vous êtes un peu âgée, et je ne vous vois pas très bien faire le champagne. Et c'est là que moi, j'étais déjà un petit peu connue, j'avais passé à la télé, et puis une fois on me connaissait un peu. J'ai dit à la patronne, écoutez, voilà, on va essayer, moi je ferai le champagne à sa place. Ce qui fait qu'on est devenus un team, les deux. Et ça a marché, seulement voilà, au début, elle ne pouvait pas loger là, parce qu'elle est arrivée un peu trop tôt. Alors elle a logé chez moi. Et c'est là qu'elle m'a raconté sa vie et ça m'a tellement passionnée que je me suis dit, voilà. Alors, on ne va pas pouvoir vous montrer le film parce que il faudrait une circonstance, peut-être qu'une programmation de Raymond Vouillet me ferait bien l'affaire. Oui, mais je vous propose... bien. vous voyez, le message est passé, là, ça va. Vous ne pouvez pas faire plus. Je vous propose quand même un tout petit extrait parce que cet extrait-là, on lui a trouvé, par exemple, beaucoup d'âme. Meine Mutter brachte mich noch zum Zug. Naja, es war ein Abschied. Ich verbiss mir die Tränen. Es war genau ein Tag nach meinem 18. Geburtstag. Am 18. Juni 1951 bin ich dann in die Bundesrepublik gereist, um mich als Artistin ausbilden zu lassen, um eben meinen Traumberuf zu erlernen. Traumberuf, ja, ist schön. Es ist sehr, sehr schön, wenn man es beherrscht. Aber was dazu gehört, um diese Arbeit erstmal zu beherrschen, davon kann sich ein Außenstehender überhaupt keine Vorstellung machen. Voilà, c'est vraiment une séquence extraordinaire. Lucienne, on vous a accueilli sur... Oui, c'est extraordinaire, hein, Germaine. Quelle souplesse. Oui. Et vous nous disiez quel âge avait-elle dans les premières images où on la voit. Elle a 52 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, fantastique. Donc alors, elle était en fin de carrière, parce que maintenant elle a arrêté.
quand même. Oui, elle ne pouvait plus. Bien sûr, j'imagine. Les douleurs. Alors, Lucienne, vous êtes avec nous parce que dans les coups de cœur dont vous parliez tout à l'heure, il y en a un qu'on partage. Hein, oui, tout à fait. Et c'est Josette. Alors, il faut, Josette, d'abord que vous rappeliez aux téléspectateurs, Josette Beugly, on va refaire un tout petit peu d'itinéraire, si vous êtes d'accord. Oui. Vous avez vécu au bord du lac Léman. Vous étiez à Vevey ou à Montreux? À Montreux. À Montreux, oui. Où vous aviez un magasin. Un magasin d'artisanat. Exactement. Vous étiez une femme qui vivait tranquillement. Une famille. Avec très tranquille. Voilà. Oui, voilà. tout à fait. Puis un jour, il y a un malheur qui vous frappe. Oui, c'est ça. C'est la disparition de votre fils. D'un fils de 20 ans. Qui se donne la mort. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et vous avez l'envie, si je me souviens bien, vous me direz si je me trompe, vous avez l'envie de comprendre pourquoi il a pris cette décision et vous allez aller à la rencontre de ses amis. Oui, oui, on peut dire comme ça, mais surtout, j'avais surtout envie de donner un sens à ma vie. Donc, je ne le savais pas, mais c'était un peu latent. Donc, je suis partie en Afrique. Vous êtes allée au Burkina Faso. Voilà, voir une amie d'un de mes fils, de ce fils-là, oui. Quand vous arrivez au Burkina Faso, vous allez être très vite confronté à un problème que j'aimerais bien que vous expliquiez aux téléspectateurs. Problème de femme. Oui, parce que quand je suis arrivée, d'abord, quand je suis partie la première fois, j'ai été voir cette amie qui habitait dans un village. Et j'avais décidé, pour donner un sens à ces vacances, entre guillemets, d'apprendre à tricoter aux femmes du village. Donc j'ai passé 3 semaines dans un village qui s'appelle Bilbalogo. Et c'est en rentrant sur Ouagadougou, après ce congé en brousse, que j'ai été touchée par ce qui se passait en ville de Ouagadougou. Et j'ai pris la décision, j'ai eu envie de revenir. Alors, avant que l'on parle de cette expérience avec les jeunes mères maliennes, hein, c'est de ça que j'évoquais, je vous propose quelques images justement d'un film que Lucienne a tourné à votre propos. C'est une mémoire qu'on habite ce centre, que j'ai construit par rapport à nos besoins. On est toujours dans environ 40. Je suis arrivée au Burkina Faso il y a 8 ans. Je me suis installée dans une petite case et j'ai monté ma maison petit à petit. Il y a des fois des départs, des arrivées, donc ça varie. 40, ce sont surtout des femmes en difficulté avec enfants ou enfants seuls, enfants orphelins, enfants à problème. Tous ces cas me sont envoyés par les services sociaux de la ville de Ouagadougou. J'ai toujours voulu que ma maison soit ouverte sur l'extérieur. Alors, à part les femmes que je m'occupe ici, j'ai 45 femmes environ aussi, qui sont des femmes en difficulté, surtout au niveau de nourrir leurs enfants. Et quand les enfants sont malades, alors une fois par mois, on fait une distribution de céréales. Et pendant le mois, quand les enfants sont malades, ils viennent chercher leurs médicaments. Elle m'embrasse. Dans ce quartier ici, la plupart des femmes que j'aide sont des balayeuses de sable. C'est-à-dire, elles balayent le sable, elles enlèvent la poussière, elles le tamisent. Et puis elles vendent ce sable aux gens qui construisent, aux entrepreneurs. Et elles vendent le sable 1000 francs la charrette. Ça veut dire qu'elles gagnent environ 2000 francs par mois. C'est rien. C'est-à-dire, ça ne fait même pas 100 francs par jour. Avec ça, on peut survivre, mais on ne peut pas vivre. Alors Josette, ça c'est la fin de l'histoire, qui est une belle histoire. C'est pas la fin, c'est aujourd'hui de votre histoire. On revient juste un tout petit peu en arrière, parce que j'aimerais quand même vous expliquer aux téléspectateurs. Lorsque vous êtes arrivé à Ouagadougou, le premier, deuxième voyage, vous découvrez ce problème des femmes maliennes. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors, très tôt, dans ma première cour, un jour, une femme est venue poser son baluchon et s'est mise au travail. Et j'ai appris que ces femmes maliennes, qu'on appelle en ville de Ouaga les Kipsi, sont des femmes qui viennent de la région de Dinangourou. Elles prennent la route parce qu'elles passent à manger chez elles. Il faut expliquer qu'elles ont accouché en général. En général, elles ont un bébé et pendant le temps où le temps qu'elles allaitent, elles n'ont pas de rapport avec leur mari. Donc elles profitent de ce temps pour aller gagner quelques sous. Ça peut durer 2 ans. Environ 2 ans. Donc j'ai rencontré cette femme
On est devenus amis, elle est venue loger chez moi et à travers elle, j'ai rencontré toutes ces femmes gypsies qui ont beaucoup de peine et surtout quand il y avait un enfant malade, elles n'arrivent pas à le soigner faute de moyens. Elles sont exploitées, on peut dire qu'elles sont exploitées quand même. On peut dire, oui, elles gagnent peu d'argent, mais où elles travaillent, elles gagnent un plat, donc ça nourrit leurs gosses. Ouais. Et je me suis beaucoup liée avec ces femmes qui sont des femmes courageuses, très positives dans la vie. Et je continue de faire le voyage en camion. Je vais voir ces femmes dans leur pays. Je suis toujours très contente. Ouais, c'est extraordinaire. Il faut, Sandy, il faut aller voir un jour Josette. Moi, je l'ai vu dans sa première cour. C'est incroyable. Parce que comme ça, c'est impossible d'en parler. Il manque les odeurs, il manque l'ambiance, la difficulté. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Alors, on a vu la deuxième partie, parce qu'à partir de là, vous êtes sorti un tout petit peu de la ville de Ouagadougou et vous avez décidé de créer ce que vous appelez la Maison du Cœur. La Maison du Cœur, qui est un nouveau centre. J'ai eu de la chance. La commune de Ouagadougou m'a donné une parcelle. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à construire. Et maintenant, je vis dans un lieu qui correspond à mes besoins. Précision, vous occupez de combien de femmes et combien d'enfants là? Alors là, dans la cour, c'est toujours pareil, c'est 40 personnes environ. Mais alors, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ça a doublé. Je m'occupe d'une centaine de femmes qui sont des femmes en difficulté du quartier. Quand on fait une aide alimentaire, l'aide médicale pour leurs enfants et surtout, on scolarise 200 élèves. Là, je suis très fière de moi. Ça, c'est vrai, c'est bien. Parce que scolariser un enfant, ça veut dire avoir la possibilité que la vie sera meilleure pour ces femmes. Mais expliquez-nous quand même, tout à l'heure on a dit pour 2000 CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 5 francs par mois, comment est-ce qu'on peut vivre avec 5 francs par mois? Non, alors là c'est deux fois la charrette, ça veut dire que ces femmes-là, elles n'arrivent pas à nourrir leurs gosses tous les jours. Il y a des familles qui ne mangent pas tous les jours. Et ça c'est dramatique. Alors nous, on fait une aide alimentaire pour ces femmes-là. Donc vous avez des femmes qui habitent dans la Maison du Cœur et également d'autres qui viennent régulièrement? Alors non, ces femmes, l'aide, ce qu'on appelle l'aide extérieure, c'est des femmes qui viennent nous demander de l'aide. J'ai une assistante sociale qui fait une petite enquête à domicile et suite à cette enquête, on les aide au niveau alimentaire. Mais malheureusement, on ne peut pas tellement aller au-delà de ça, parce que c'est tout un travail. Hein, c'est tout un... Mais comment recueillez-vous les fonds pour avoir à manger? Bonne question. Ben voilà, ça fait c'est quand je suis partie, j'ai demandé de l'aide à mes amis, mes connaissances et ma famille. Et il se trouve que j'ai des amis généreux et j'ai des gens qui m'aident. Et c'est grâce à eux que tout ça peut se faire. On peut même dire que certains clients que vous aviez dans votre magasin à l'époque où vous habitiez Montreux, vous sont restés fidèles et continuent à vous soutenir. Tout à fait. Ouais, ça, c'est vraiment fantastique. Au fait, je suis l'exécutante de gens de bonne volonté. On peut dire comme ça. Où est le Oui, il y a une fondation, il y a aussi la coopération suisse, la coopération française sur place qui me soutient beaucoup. Alors, tout ça. Une question qui va sûrement intéresser Germaine. Lorsque les enfants sont malades, hier, Jean-Marie Pelt rappelait que sur l'ensemble de la planète, 4 personnes sur 5 sont soignées par les plantes. Et la médecine traditionnelle, 1 sur 5 seulement bénéficie de ce qu'on appelle la médecine moderne. Vous, dans votre Maison du Cœur, lorsqu'un enfant est malade, comment le soigne-t-on? Eh ben, à la Maison du Cœur, par exemple, quand on a le palu, les femmes qui connaissent bien préparent une décoction de plantes. Alors on boit ça et on se douche avec, très chaud. Moi, je me douche, mais je ne le bois pas, c'est vraiment trop mauvais. Et puis autrement, quand même, on a des très bons, comment on appelle ça, comment vous appelez ça, herboristes, voilà. Et on a même un père qui s'appelle le Père César, qui a fait un livre sur les plantes, peut-être que vous le connaissez, qui a fait un livre, je crois que ce livre a même été reconnu par la médecine tropicale de Bâle. Hein. C'est un livre qui fait autorité. Germaine, vous êtes au courant de la médecine traditionnelle ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout, non. J'ai très peu, parce que je suis partie très jeune de Saint-Martin et là, j'avais un peu laissé de côté tout ça parce qu'il fallait bien gagner sa vie, vu que j'ai travaillé dans l'hôtellerie. C'est une fois que j'ai été mariée que j'ai repris avec ma famille, j'ai recommencé à faire des cataplasmes, à faire des sirops plutôt que d'aller toujours à la pharmacie. Et j'ai eu de 70 à 76 un hôtel garni à Sierre. Et là, les gens venaient souvent me demander, j'ai commencé à faire des potions, j'ai commencé à faire des pommades pour ceci, celui-là.
là, et puis c'est comme ça. Alors je me suis rendu compte que j'avais un manque, il y avait des recettes que je connaissais pas très bien, alors j'ai eu la bonne idée, les années 70, 72, jusqu'en 76, d'aller voir les dames de la vallée, les personnes âgées, leur demander si elles voulaient bien me donner telle ou telle recette. Par exemple, je vous dirais la lotion pour l'arthrose, je savais que j'avais vu mon grand-père mettre des œufs, mettre du vinaigre, mais je savais pas plus, alors elles m'ont dit qu'il faut mettre des œufs, du vinaigre, quand la coque est bien défaite, on ajoute de l'huile de millepertuis, de la teinture d'ail et de la térébenthine. Et en effet, j'ai commencé comme ça à faire pour les gens, et j'ai même une fois soigné un cheval qu'on voulait abattre. Oh. Oui, parce que le propriétaire du cheval venait chaque matin boire son café. Un jour, il est arrivé, il m'a dit écoute Germaine, il n'y a pas quelque chose, parce que tu m'as soigné, ça a été efficace, on veut abattre mon cheval parce qu'il a été blessé à la jambe. J'ai dit mais vous tombez tellement bien, parce que j'ai le cantonnier du village qui a une semaine, il m'a apporté de la résine, la poix du sapin, et j'ai vite été faire fondre dans la cuisine avec du beurre, et puis j'ai du miel, et je lui ai fait une pommade qu'il a appliquée, je lui ai donné un pot où j'avais dedans du plantain, des feuilles de plantain dans l'eau de vie, et en effet on a pu sauver la jambe du cheval. Alors moi j'aimerais vous proposer un document maintenant, parce qu'on parle de situations où l'on arrive à soigner, et en particulier les enfants, et en particulier les femmes, et puis il y a des situations où pour des raisons politiques, pour des raisons d'idéologie aussi, les femmes sont écartées des systèmes de santé. L'Afghanistan, par exemple, regardez ce document tourné autour des talibans. Et seulement 45 lits. Voilà, on avait un petit problème de son. Je crois qu'on va maintenant pouvoir vous passer ce document avec le commentaire qui vous permet de mieux saisir quelle est la situation de femmes qui, aujourd'hui, vous pourrez le constater, ne peuvent absolument pas bénéficier de ce qui est tout simplement normal. Elles devaient déjà voir le monde à travers le voile, étudier ou avoir un emploi leur est interdit, et désormais, elles ne seront plus soignées dans les 22 hôpitaux de la capitale. Plusieurs dizaines d'entre elles en ont déjà été expulsées, des médecins ont refusé de les soigner, alléguant qu'ils seraient forcés de les dénuder. Ainsi, les fanatiques de Kaboul ont réduit à l'extrême le cercle de liberté des femmes. Même malades, elles resteront chez elles. La seule possibilité qui leur soit offerte est la polyclinique centrale, un hôpital miséreux qui n'a même pas l'eau courante, et seulement 45 lits pour une population d'1,5 million d'habitants. Autant dire une sentence de mort prononcée par les maîtres de Kaboul que plus rien ne semble arrêter dans la surenchère religieuse. Des talibans qui méprisent à haute voix les appels au respect des droits de l'homme lancés en Occident et dont le gouvernement a pourtant réclamé hier encore un soutien financier accru de la part de l'ONU. Josette, quand vous voyez des images comme celle-là, quel sentiment éprouvez-vous? Je trouve que c'est terrible. Il faut dire que chez nous, on n'est pas très gâtés, mais quand même, on n'en arrive pas à des extrémités comme ça. On manque de places d'hôpital, on manque de beaucoup de choses. Mais on n'écarte pas délibérément une partie de la population. Non. Lucienne? Moi, je trouve terrible. Mais je ne peux pas comprendre le fanatisme dans tous les sens, tous les termes, qui est pratiqué dans le monde actuellement. C'est l'horreur. Aïcha? Moi, vivant à la fois... en fait, je vis sur 2 cultures, je dirais même 3 cultures, l'Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe. Donc j'ai un regard multicoloré, je dirais, multicolore. Et je vois que dans tous ces pays où on met des tas de voiles sur les femmes, des tas de tissus pour couvrir ce corps, il faut le couvrir parce qu'il dérange beaucoup, couvrir les yeux, couvrir la bouche, couvrir tout ce corps. Et puis je vois aussi que dans les pays d'Occident, l'Europe, l'Amérique, on dénude la femme. Alors, pour vendre une voiture, pour vendre un pneu de voiture, pour vendre un yaourt, on va montrer tout ce qui est... en fait, on va le mettre à nu. Et finalement, ce corps dérange beaucoup, autant en Occident qu'en Orient. D'accord, mais est-ce une raison pour des talibans de décider que leur mère, leur sœur, leur femme, leur cousine, les femmes du pays
soit écartées d'un système de santé. Bien sûr, ce n'est pas une raison, pas du tout. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le corps de la femme dérange beaucoup. On a vu tout à l'heure, c'est un peintre qui a peint la Vierge enceinte. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir la Vierge avec l'enfant comme un bouquet de fleurs. Bon, la Vierge vierge. Et là, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire de l'avoir peinte enceinte. Et il y a en ce moment à Paris une pièce de théâtre qui passe, qui s'intitule « Le sexe de la femme comme champ de bataille ». Et je crois qu'on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dans les pays d'Afrique ou d'Orient ou de Chine ou d'ailleurs, mais on peut se poser aussi des questions sur ce qui se passe chez nous en Europe ou aux États-Unis, qui sont un modèle de civilisation, de technologie, etc. Où la femme, moi je pense aux femmes d'alcooliques par exemple, qui sont battues aux États-Unis. Je pense aux femmes, aux jeunes filles mères qui sont abandonnées en Europe. Enfin, si vous voulez, pour moi, les inégalités, ce ne sont pas les mêmes, les injustices ne sont pas les mêmes, mais elles existent partout. Et je crois qu'il faut vraiment un dialogue entre l'homme et la femme partout. Je trouve que c'est absolument honteux quand on voit qu'on dépense. Moi, j'en suis émue de voir ça parce qu'on dépense des sommes pour aller sur la Lune, on dépense des sommes pour des choses qui n'ont aucune importance et on laisse l'être humain à cet état-là. Moi, je trouve ça honteux. Vous avez connaissance, vous vous intéressez, vous, à la situation des femmes dans le monde, à des situations internationales Oui, je suis tout ce que je peux suivre. Quand je suis les médias, je lis beaucoup les journaux et tout ça, mais je suis indignée de voir qu'on peut traiter des êtres humains de cette façon. Alors, je vous propose un sujet plus léger maintenant qui va tous nous réunir. D'ailleurs, de toute façon, on est d'accord. Mais je crois que c'est un sujet plus léger et qui vous concerne tous, parce qu'à des degrés divers, vous avez eu l'occasion de vous intéresser. C'est le conte. N'est-ce pas, Sandy? Oui. Oui, je crois que c'est vrai, en effet, ça va intéresser tout le monde parce que l'on vienne du Maroc, que l'on soit en Afrique, dans le Valais, à Genève. Que l'on ait envie d'être cinéaste. Voilà, on se raconte des histoires et le conte a quelque chose de magique et on avait envie de vous offrir pendant cette semaine quelques contes. Alors là, je vous propose de rencontrer Marie-Lise Steller, qui est une conteuse et qui va nous faire partager sa passion. À condition de. Bonjour. J'ai apporté mon panier à histoire. Vous voyez, il est plein d'histoires. On ne les voit pas, hein? Parce que les histoires, c'est des mots, et les mots, on ne les voit pas. Quand je vous dis bonjour, vous ne voyez pas écrit bonjour, hein? Et vous entendez. Et les histoires, ça s'écoute. Pour qu'on les écoute bien, il faut se taire. Il faut le silence. Ça, c'est pour rappeler le silence. Parce que si on ne fait pas silence en écoutant les histoires, on les a seulement dans l'oreille. Elles ne viennent pas jusqu'au cœur. Alors, mon histoire, elle dort dans le sac. Pour la réveiller, je dirai cric, vous direz crac, et l'histoire pourra commencer. Alors, cric. Et alors, le collège de Saint-Bruno, on dit crac? Non, moi j'ai rien entendu, excusez-moi. J'ai pas bien entendu non plus. Comment on dit? Crac. Et voilà. Il y avait une fois un garçon d'un village qui avait une fiancée. Et cette fiancée, pendant tout l'été, elle était dans les Mayens avec le troupeau. Un jour, il a eu envie d'aller la voir. Il a décidé de monter à l'alpage. Il ne savait pas que sa fiancée avait emmené ses bêtes dans un autre pâturage. Il est arrivé au chalet, c'était tard, il y avait de la lumière. Alors il a appelé, Mariette, personne n'a répondu. Alors il est allé jusqu'à la porte, il a frappé, la porte s'est ouverte. 2 jeunes femmes étaient sur le seuil, mignonnes, qu'il ne connaissait pas, 2 étrangères. Il leur a dit, Marinette, t'es pas là? Elles lui ont dit non. Elle a pris ses bêtes, elle est partie dans un autre pâturage. Mais entre, reste pas là. Il est entré. Et tout à coup, à peine était-il entré qu'un orage épouvantable a éclaté. Les 2 femmes lui ont dit, tu ne peux pas sortir comme ça, reste jusqu'à la fin. Et il leur a dit, on va passer la nuit. On est à la place. Il avait peur. Il leur a dit, passez toujours. Et quand elles ont monté l'escalier,
pour aller dans la chambre du haut. Il a vu qu'elles avaient des griffes et qu'elles avaient les pieds fourchus. Alors il a eu peur. Il a fait un grand signe de croix. Tout est devenu noir, mais l'orage s'est arrêté. Tout a disparu. Il est resté toute la nuit, seul, dans son chalet. Mais le diable avait disparu. Beau conte, n'est-ce pas? Ça fait froid dans le dos. Vous savez que Josette, par exemple, à Ouagadougou, on se raconte des contes le soir au village? Ou Oui, à bien la sûr. Maison du Cœur? Oui, c'est surtout les enfants. Hein. Puis alors, on a les grandes qui racontent les histoires aux petits. Mais il paraît, vous êtes là depuis combien de temps dans ce pays? 11 ans. 11 ans. Et pour la première fois depuis 11 ans, l'électricité va arriver à la Maison du Cœur. L'électricité, le poste de télévision, vous craignez pas cette incursion? Non. Moi, je pense que ça aura des effets bien, parce que, par exemple, on a décidé que le samedi, on leur montrera un film et que ça fera une ouverture. Moi, je rêve de ramener un film, par exemple, de la Suisse et de leur montrer un peu mon pays et des choses comme ça. Par exemple, l'émission-là, je peux imaginer qu'on pourra la montrer. Promis, on vous fera une cassette Et puis, naturellement. et puis, ça fera une ouverture parce que les femmes, quand même, sortent peu. Les enfants vont à l'école. Mais d'avoir une ouverture sur autre chose, ça meublera aussi leur discussion. Bien sûr. Moi, je trouve ça bien. Germaine Lecomte, est-ce qu'il a encore une raison d'être à Saint-Martin? Est-ce que de temps en temps, on se raconte des contes? Oui, de moins en moins, parce que maintenant, on n'a plus s'éveiller comme on avait autrefois quand il n'y en avait pas la radio ni la télévision. On se réunissait un soir chez un voisin, soit chez un autre. Il y avait toujours les aînés qui nous racontaient des histoires sur les morts, les revenants, les processions des morts, que tout le monde voyait. Et c'était terrifiant, parce qu'après, quand on rentrait à la maison, on se tenait bien par la main et on regardait, on voyait les buissons bouger, on voyait tout bouger, on avait peur. Et c'était pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était des belles histoires. Ah oui, c'était Très des belles soirées et tout. Et puis voilà, avec le modernisme, tout ça, ça a un peu disparu. Vous nous proposez un deuxième conte? Mais bien sûr. Ah, c'est un vrai bonheur. J'en ai plein dans mon sac Allez-y. magique. Ping. Il y avait une fois dans un village, les femmes avaient l'habitude de faire une sorte de foire au beurre. Elles apportaient chacune les mottes de beurre qu'elles avaient faites. Il y avait le concours. Et les plus belles venaient toujours d'une vieille femme qui habitait en dessus du village. On ne comprenait pas pourquoi elle avait de si belles mottes de beurre. Elle n'avait pas de bétail. Une chèvre éthique, 3 poules, un chat. C'est pas ça qui donne le beurre. Le tailleur du village a voulu vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Il est allé chez cette femme sous un prétexte quelconque et il a commencé à travailler pour elle. Tout à coup, il a vu qu'elle mettait sa baratte sur la table. Il a fait semblant de dormir et elle a glissé quelque chose sous la baratte. Alors, sous un prétexte quelconque, il lui a dit de partir. Elle est sortie un moment. Vite, il a été regardé sous la baratte. Il y avait un parchemin. Un parchemin écrit en rouge et ça commençait par la vertu du grand Orpa, qui était le maître des sorciers. Il a commencé à le lire, mais la vieille est arrivée. Alors, il a eu peur, il a caché le parchemin dans sa culotte. Tout à coup, il a senti quelque chose de bizarre dans ses pantalons. C'était plein de beurre. Et la vieille, voyant que son parchemin avait disparu, a poussé un hurlement. Tous les sorciers des environs sont venus derrière lui. Alors l'homme affolé a couru jusque chez lui. Sa femme a fermé tous les orifices de la maison. Puis elle a raclé tout le beurre qui était dans le pantalon. Elle a trouvé le parchemin. Elle a voulu le lire tout près de la chandelle. Mais pouf, une flamme bleue. Le parchemin s'est enflammé. Elle n'a jamais su ce que le grand Orpa avait dit. Et c'est pourquoi, depuis, les femmes du village doivent faire le beurre dans les barattes. Et voilà. Pas de magie. Pas de magie. Il faut travailler. Vendredi, jour de conte. Oui, vendredi 14, en Suisse, ça sera la journée des contes et partout. On va raconter plein d'histoires, on va se faire peur, on va se faire envie, on va parler de sorcières, de fées, et ça va être pour les grands, pour les petits. Aïcha, vous aimez le conte, vous en racontez peut-être? J'en raconte peut-être dans mes poésies, mais j'aime énormément. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire pour un enfant d'avoir un grand-père ou une grand-mère. Moi, mes grands-parents m'ont raconté beaucoup de contes.
Et je trouve que c'est très bien parce que ça développe l'imagination. Mais est-ce que vous étiez comme Germaine, toute tremblante à la fin de l'histoire? Oui, parce que moi, je me rappelle, bon, dans mon village berbère, dans le Moyen Atlas au Maroc, je croyais que le monde s'arrêtait aux derniers arbres que je voyais depuis la maison. Et je ne savais pas qu'il y avait d'autres pays, d'autres lieux. Et bon, on nous racontait toutes sortes de contes. Mais je me rappelle que mes grands-parents m'avaient parlé d'un conte où il ne s'agissait pas de loups ou de sorcières, mais il s'agissait de gendarmes. Et moi, je ne savais pas que... Et bon, ils me disaient, bon, les gendarmes, ça fait peur. Bon, je ne savais pas que les gendarmes étaient des êtres humains. Je croyais que c'était quelque chose de multicolore qui faisait très peur. Donc, quand j'ai vu en France que c'était un gendarme avec un képi, bon, mais c'est vrai qu'avec les contes, on cultive beaucoup de choses. Hein. La peur aussi. C'est un apprentissage du monde aussi, non, le conte? Oui. Une façon de l'apprivoiser. Oui, mais je crois que maintenant nous avons aussi, si on n'a plus les grands-parents qui racontent, les livres sont là. Bien sûr. Ce n'est pas perdu. Lucienne, vous avez réalisé des portraits de conteuses où vous auriez envie de le faire? Oui, si je trouve un producteur tout de suite. Est-ce que vous avez actuellement des projets? Oui, alors je suis en train de tourner un film avec la chanteuse La Lupa, la Tessinoise. Et j'ai un projet pour l'année prochaine. J'aimerais aller au Brésil filmer une femme balésane qui là-bas a un dispensaire et qui s'occupe d'un village. Elle était infirmière en Suisse et un jour elle a tout plaqué. Parce qu'elle ne supportait plus trop la hiérarchie et la façon dont ça se passe. J'ai l'impression que vous les choisissez, ces femmes-là. Elles me tombent dessus. Oh, moi, je crois qu'elle les choisit plutôt. Hein. Non, parce que là, c'est vraiment un hasard. Je connais sa sœur, qui travaille avec moi au CICR, et puis elle m'a présenté sa sœur. En tout cas, on se réjouit de voir ce portrait, bien, on espère. Naturellement, on rappelle que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, nous transmettons toutes les coordonnées de nos invités, les possibilités de les aider, de participer à une aventure, que ce soit un film, que ce soit La Maison du Cœur. D'ailleurs, vous repartez bientôt, Josette? Le 3 décembre. Est-ce que vous êtes heureuse de repartir? Oui, je suis contente. Ouais. Oui. Après, je serai pour reposer. Je suis toujours un peu fatiguée quand je rentre, mais là, d'ici le 3 décembre, je serai en forme pour partir. Et d'où tirez-vous cette énergie? Ben, je crois que je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Oui, c'est une très belle définition. Qu'en pensez-vous, Germaine? Elle dit « je fais ce que j'ai à faire ». Je suis d'accord avec elle. Et plus on fait de choses, plus la force nous vient. Oui, si on reste à rien faire, si je reste toute une après-midi sur une chaise à lire le journal et tout ça, je suis fatiguée le soir, mais si j'ai marché, si j'étais au jardin, c'est une autre fatigue et ça nous apporte davantage d'énergie. C'est l'inertie qui est mauvaise. Vous savez ce qu'on va faire, Germaine? On va peut-être lui confier un de vos livres, hein, puisque Germaine Cousin-Zermatten a publié Recettes santé de nos grands-mères, pour qu'elle puisse peut-être le transmettre à un herboriste guérisseur du Burkina Faso. Je ne l'ai pas là, mais je vous l'offrirai. Voilà, et puis peut-être que les gens sur place qui s'occupent de médecine traditionnelle vont pouvoir lire en se disant, bah voilà, ça correspond à ce que nous faisons et ça ne correspond pas. Non seulement à les lire, mais il y a quelques recettes faciles à faire, les pommades. Nous, on fait avec le saindoux, le fait avec le beurre de karité et autres, et puis aussi quelques alcoolats qui peuvent être très utiles pour Je vous invite à venir voir nos guérisseurs à nous. Voilà, c'est mon rêve. C'est génial. C'est mon rêve. Sans lui, nous n'avons plus grand-chose à faire. Et je crois que c'est un rêve en plus de Germaine de pouvoir rencontrer d'autres gens avec... Alors, au cours de cette semaine, on va vous réserver encore des surprises. Demain, on va revenir sur les plantes, les Alpes, les gypaètes aussi, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et puis, à notre table, beaucoup de gens, mais en particulier Sadruddin Aga Khan, qu'on sera heureux de recevoir, puisqu'il est à l'origine d'Alpaction. Voilà, des rendez-vous que vous allez pouvoir prendre, et puis des recettes que vous allez pouvoir transmettre. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci.